Bon, je pense qu'on va démarrer. Je pense que pratiquement tous les gens qui ont été invités sont là. Bon, nous rejoindront peut-être en cours de route. Donc avant tout, merci à tous. Bonjour à tous et merci à tous d'assister à ce webinaire, qui est le premier d'une série que nous allons organiser de manière régulière et qui viendra complémenter des études de cas que nous diffuserons au fil de l'eau sur notre site web. Alors, nous ne manquerons évidemment pas de vous avertir par email à chaque fois que de nouvelles informations seront disponibles à la lecture et pour un petit peu vous expliquer cela, notre habitude était d'envoyer un email de mise à jour à chaque release du produit, principalement orienté sur la partie technique des choses, avec une mise en avant de quelques fonctionnalités. Mais nous avons constaté que d'une manière générale, le vrai intérêt de nos clients et prospects était nettement plus axé sur les études de cas réels. Et c'est la raison de ce changement de direction dans ce que nous vous enverrons à l'avenir. Et donc ce webinaire marque le début de ce changement d'orientation. Donc sur des webinaires qui seront à caractère business avant tout, donc c'est-à-dire orientés sur des études de cas, de la fonctionnalité et évidemment pour les techniciens d'entre vous ou pour les équipes techniques qui sont derrière les gens qui assistent à ces webinaires, si vous souhaitez plus d'explications sur comment mettre en place ce genre de choses, etc., nous sommes là, Sylvain sera là, que je vais présenter dans une minute pour vous éclairer, son équipe, ils seront tous là pour ça. Alors, pour commencer, pour planter un petit peu le décor de ce webinaire, bon, un petit mot d'introduction sur les règles de fonctionnement et sur vos intervenants du jour. Bon, d'abord, pour la bonne organisation, vous n'avez pas de micro pour éviter justement le bruit et les problèmes liés à cela. Mais par contre, vous avez une zone de conversation dans laquelle vous pouvez poser vos questions en cours de route. On va essayer d'y répondre à la volée si ça le permet par écrit. Si ça demande un peu plus d'élaboration et s'il nous reste du temps à la fin de la présentation, on va les aborder vraiment en temps réel. On va tenter d'y répondre en temps réel. S'il ne nous restait pas assez de temps pour y répondre, ça fera partie de ce que nous vous enverrons comme suivi du webinaire. Donc, on vous enverra les questions de tout le monde dans tous les cas et les réponses apportées à chacune de ces questions. Donc, les intervenants du jour aujourd'hui sont Serge, Sylvain et moi, Xavier. Voilà, donc Serge, tu en arrière-plan pour la prise des questions, éventuellement réponse directe si ça ne demande pas trop d'élaboration. Sylvain sera notre orateur démonstrateur principal, donc il est en charge chez nous du déploiement des projets entreprises. Il gère entre autres la partie infrastructure cloud ainsi que l'équipe des ingénieurs de terrain, donc ce que plus communément en anglais on appelle le pro service, donc c'est vraiment les services de technique et de consultance de chez Approve. Alors, il fait également partie du comité de direction et participe activement aux décisions stratégiques pour le développement du produit. Donc voilà, donc vous avez vraiment quelqu'un qui est vraiment au fait du produit en face de vous. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que vous auriez pu l'avoir croisé dans une vie antérieure, Sylvain a passé une bonne partie de sa carrière chez Xinet et Northplane. Donc ça va peut-être vous parler un petit peu plus. Et il a d'ailleurs terminé par devenir le directeur du support monde chez Northplane avant d'arriver chez Approve il y a maintenant 2 ans. Alors Serge, bon là on n'a pas trop besoin de le présenter. Bon Serge, que tous nos clients français le connaissent évidemment très bien. Donc il est là pour la partie questions et ça lui permettra d'entendre éventuellement ou de voir les questions soulevées par vous par les clients présents au webinaire, et éventuellement revenir vers vous, vers une présentation plus spécifique. Alors pour ma part, moi je serai là pour donner des informations d'introduction sur la partie des études de cas, donc sur chaque sujet pour contextualiser les démonstrations qui, on l'a voulu, sont simples, mais derrière cette simplicité apparente, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est assez riche d'informations. Et pour être aussi tout à fait transparent et honnête avec vous, ça permet aussi à Sylvain d'avoir un tout petit peu de temps pour préparer chacune des démonstrations en arrière-plan, parce que ici, tout ce que vous allez voir sera du live. Il n'y aura rien d'enregistré, de pré-enregistré. Ce sera du vrai qui tourne. Donc voilà, donc comme ça donne un petit peu de temps à Sylvain pour pouvoir préparer ce qu'il va nous montrer. Alors, au niveau de mon background, je suis un des fondateurs d'Approve avec Serge, il y a un petit peu plus de 10 ans. Et je dirige l'équipe du développement, donc l'équipe de développement logiciel au quotidien avec plein d'autres choses évidemment, parce qu'on est une petite structure, donc on fait beaucoup de choses. Voilà, ceci étant dit, on peut y aller. Nous allons peut-être commencer par quelques slides d'introduction. Donc d'abord, parce que dans le public ici aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement bien Approve, on a présenté un slide. Donc je rassure tout de suite les gens qui connaissent déjà, on ne va pas s'étendre là-dessus, on considère quand même qu'il y a un petit peu de background là-dessus, mais on a quand même préparé un slide pour contextualiser l'utilisation d'Approve dans ce qu'on va vous montrer aujourd'hui.
et ça va permettre en tout cas de définir, j'espère, rapidement le spectre des interventions d'Approve dans ce que vous allez voir aujourd'hui. Alors, après cette brève présentation Approve, on continuera avec un peu de pédagogie sur la notion de métadonnées, parce que bon, je ne suis pas certain que tout le monde dans le public est familiarisé de manière très claire avec la notion de métadonnées. Donc, un petit peu de pédagogie, ça fera du bien, je pense. Ça permettra en tout cas d'apprécier encore mieux les présentations live qui seront faites ensuite au fil de l'eau par Sylvain. Alors, évidemment, l'apogée du webinaire, ce seront les démos, les 4 démonstrations, les 4 exemples concrets d'utilisation qu'on va explorer ensemble, en live, et qui seront effectués par Sylvain. Et alors enfin, pour terminer, comme je vous l'ai déjà dit, bon, vous recevrez une copie de cette présentation par email à la fin de la présentation, probablement début de semaine prochaine, le temps qu'on regroupe un petit peu toutes les informations et qu'on fasse le montage nécessaire à ce qu'on vous enverra. Bon, la copie que vous recevrez contiendra également les courtes vidéos de chacune des démonstrations, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un dossier très complet pour regarder cela de plus près éventuellement ultérieurement. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas Approve, on a préparé ce slide ici. Alors ça peut être un slide qui est à la fois simple, il est à la fois compliqué et simple. Il est simple parce qu'il ne montre absolument pas tout ce qu'Approve peut faire, mais il est peut-être un petit peu chargé. Mais c'est un petit peu comment dire, le défi de ce slide, tout faire en un slide, et pour éviter justement d'aller trop loin. Alors surtout, ce qui est intéressant de comprendre un petit peu, c'est un petit peu d'où on vient et pourquoi on en arrive à cela aujourd'hui. Donc, Approve a tout d'abord été lancé comme un outil de validation et d'annotation en ligne pour les documents, donc qui était riche en fonctionnalités, d'ailleurs il est toujours, il est encore plus qu'avant d'ailleurs, mais conçu explicitement pour les équipes marketing, les marques et les entreprises, et cette plateforme en tant qu'outil d'annotation pure a été lancée dans les années 2010. Alors, au fur et à mesure que nous avons travaillé sur de gros projets, de grands projets, l'application est devenue de plus en plus riche en fonctionnalités, autres que celles spécifiquement liées à la validation de documents, évidemment, et la notation. On a eu énormément d'évolutions qui n'avaient pratiquement rien à voir avec les outils d'annotation qui étaient le point de départ. Et donc, très clairement, Approve fait beaucoup plus que de la validation en ligne. On a évolué sans trop le savoir vers une plateforme de work management sans trop s'en rendre compte, en fait. On a juste évolué au fil des demandes des clients, des projets qui sont présentés à nous. Et bon, il était quand même à un moment donné impératif de se repositionner. Et c'est ce que nous avons fait l'année passée, en 2020. Donc, on a décidé de repositionner la gamme des produits pour clarifier cette position, cette situation, parce que bon, un outil de BAT en ligne, c'est pas une plateforme de work management. Ça peut être intéressant d'avoir certaines de ces fonctions à l'intérieur, mais c'est pas la même chose. On ne parle pas du tout de la même envergure de produit. Et donc, il était vraiment capital pour nous d'avant tout nous qualifier mieux, nous définir mieux. Et ça s'est fait, ça s'est matérialisé par le lancement d'un nouveau site web qui est nettement plus représentatif de ce qui approuve aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu l'illustration que vous avez sur l'écran, qui est un petit peu chargée, donc encore une fois, désolé pour cela, bon, c'était dur de faire plus simple, mais Approve, lorsqu'il est utilisé dans sa version entreprise, est toujours systématiquement connecté à des systèmes existants. Alors, les systèmes existants, parce que bon, on n'a pas le rêve de penser qu'Approve est le premier logiciel que les clients installent, évidemment. Et donc, par cette faculté d'être connecté et interconnecté avec d'autres systèmes, on peut voir Approve comme un espèce de hub qui interface ces systèmes de l'entreprise entre eux, mais avec toujours le même objectif, c'est optimiser le travail des gens. Ça, c'est vraiment le maître mot, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui prétendent se connecter à tout, mais l'objectif n'est pas nécessairement le même que le nôtre. Le nôtre, nous, il est très clair, c'est optimiser le travail des gens. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par optimiser le travail? C'est-à-dire fournir au bon moment et aux bonnes personnes les outils et informations adaptés à l'accomplissement de leurs tâches. Alors, c'est très très clair dans ce que ça dit, c'est-à-dire qu'on va vraiment piloter le travail des gens au quotidien et de manière, on l'espère, le plus automatique et le plus efficace possible. Alors, si on prend le contre-pied, qu'on dit, voilà, sans Approve, comment ça se passerait? Sans Approve, les utilisateurs seraient obligés de se connecter à de multiples systèmes, chacun avec leur ergonomie, leur sécurité, donc leur login, leur mot de passe, leur complexité, pour accomplir leurs travaux quotidiens et seraient obligés quelque part de se débrouiller pour faire le mélange des informations disponibles dans les différents systèmes pour arriver à accomplir leur boulot. C'est là qu'Approve a un rôle vraiment critique parce qu'Approve amène une seule et même interface, un seul point de connexion pour les utilisateurs qui leur présente de manière unique les données et uniquement les données pertinentes spécifiques à chacun d'eux pour effectuer leurs tâches.
Alors, cette approche oppose Approve au système de gestion de projet, parce qu'on est souvent confondu avec un système de gestion de projet, donc de project management en anglais, alors que les systèmes de gestion de projet se cantonnent, et d'ailleurs ils le font très bien, à la planification. Mais en aucun cas, ces systèmes n'aident à la réalisation de la tâche elle-même, ce qui est vraiment là où on se distingue totalement et complètement de systèmes de gestion de projet. Alors, on est par ailleurs, si en deux mots, on est quand même très complémentaires à ces systèmes. En général, on s'interconnecte beaucoup à ces systèmes. Quand on parle de RP, ben, c'est clairement ce que ces systèmes font. Donc, ainsi que donc, le diagramme donc, montre qu'Approve communique donc, avec d'autres systèmes qui sont critiques à l'entreprise, donc via des API. Approve organise la succession des tâches nécessaires à l'accomplissement des projets, comme je vous le disais, au moyen d'un moteur de workflow. Donc, pour les gens qui sont un petit peu versés du côté des workflows, ben, on va appeler ça un BPM, donc un Business Process Management, un système de gestion de flux métier, gestion de travail de flux métier. Et donc, par rapport à ça, Approve ne veut surtout pas non plus être une énième copie des informations déjà disséminées partout dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on ne veut pas répliquer ce qui se trouve déjà dans un ERP, un PIM, un DAM, un MAM ou d'autres serveurs de fichiers ou des serveurs SQL qui seraient déjà présents dans l'entreprise. On va exposer ces données via justement la partie métadonnées qui nous occupe aujourd'hui. Alors voilà, bon, j'ai assez parlé, sans plus attendre, on va laisser la parole à Sylvain qui va, qui va nous introduire tout cela. À toi de jouer, Sylvain. Merci Xavier. Donc, bonjour tout le monde. Donc, commençons par définir ce que sont les métadonnées. Au sens le plus large du terme, les métadonnées, ce sont des données sur des données. Donc, lorsqu'on parle de métadonnées dans le contexte d'Approve, nous parlons principalement d'informations sur les projets. Donc, ces informations peuvent être, par exemple, le nom du projet, les différentes échéances associées aux tâches de ce projet, l'ID du projet, euh, la marque qui est associée à un projet et tout ça. Donc, une bonne analogie, et comme on peut le voir dans l'image ici sur la slide, une bonne analogie, c'est comment ce que sont des métadonnées et comment elles sont utilisées. C'est votre valise lorsque vous prenez l'avion. Donc, si vous pouvez vous souvenir de ce que c'était que prendre l'avion. Donc, le contenu de la valise, ça représente les données. C'est ce que vous essayez de déplacer du point A vers le point B. L'étiquette qui est apposée à votre valise contient de nombreuses métadonnées sur votre valise. Donc, par exemple, bon, à qui elle appartient, où elle va, si elle a dépassé la limite de poids autorisée. En fait, même la couleur de la valise peut être considérée comme une métadonnée aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces métadonnées-là? Donc, à quoi elles servent? Bon, dans le plus simple des exemples, les métadonnées dans Approve vont être simplement capturées, stockées au cas où vous auriez besoin plus tard dans le projet. Vous pouvez aussi utiliser les métadonnées dans des rapports. Par exemple, la liste des projets dans Approve est un excellent exemple d'utilisation des métadonnées. En fait, cette liste-là ne vous montre que des différentes métadonnées sur les différents projets que vous avez dans votre système. Les métadonnées peuvent vous aider à trouver aussi des projets. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous saisissez le nom d'un client dans les métadonnées d'un projet, vous pourriez par la suite facilement trouver tous les projets liés à ce client sans avoir à consulter chacun d'eux un à la fois. Vous pouvez aussi utiliser les métadonnées pour automatiser et assouplir vos workflows. Par exemple, vous pourriez disposer d'une valeur de métadonnées qui enregistre la personne qui effectue une certaine tâche dans un workflow. Et puisque cette tâche-là, elle est assignée à différentes personnes d'un projet à l'autre, vous n'avez pas à la configurer en dur dans la configuration du projet. Donc, de cette façon-là, vous pouvez prendre en compte un grand nombre d'options à l'intérieur d'un seul workflow, d'une seule configuration. Donc, ça simplifie la tâche pour les administrateurs, mais ça simplifie aussi le système, la gestion du système, et ça augmente sa flexibilité. Les métadonnées peuvent aussi devenir des données.
Donc, un des exemples qu'on va vous montrer vers la fin du webinaire, on va prendre des métadonnées d'un formulaire et on va les transformer en contenu dans un projet. Et ensuite, les métadonnées peuvent être également utilisées lorsque Approve va interagir avec d'autres systèmes, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Lorsqu'on interagit avec des systèmes comme un ERP, un DAM, un MAM ou un PIM, Approve va pouvoir envoyer des données à ces systèmes-là et en recevoir aussi, et tout ça par l'entremise d'un API. Et donc, ce qui nous amène à discuter de comment les métadonnées sont ajoutées comment sont créées, comment ils sont ajoutés dans Approve. Donc, comme on l'a mentionné dans la slide précédente, lorsqu'Approve interagit avec des systèmes externes, l'échange et la capture de métadonnées se fait principalement par l'entremise d'un API, qui est un moyen automatisé par lequel les systèmes interagissent entre eux en utilisant des commandes très bien définies. Par exemple, lorsqu'un ERP crée automatiquement un projet dans Approve, il peut envoyer à Approve la liste des intervenants pour ce projet sous forme de métadonnées. Approve peut également générer des métadonnées basées sur des événements qui vont se produire dans le système. Par exemple, vous pouvez compter et capturer le nombre de fois qu'un projet est passé par une phase de révision, et ensuite utiliser cette métadonnée-là, ou ce résultat-là, pour prendre certaines décisions sur la base de cette information-là, plus loin dans le workflow. Vous pouvez capturer les métadonnées des utilisateurs lorsqu'ils vont effectuer une tâche. Par exemple, lorsqu'ils ajoutent des annotations à un proof, ce sont des métadonnées. S'ils ajoutent un tag, on va parler des tags un peu plus tard, vous allez les voir en action, ce sont aussi des métadonnées. Ou même simplement à la fin d'une tâche, lorsque un utilisateur va choisir un bouton de décision, en fait, cette décision s'avère être une métadonnée aussi qu'on capture à l'intérieur du projet. Et enfin, vous pouvez aussi présenter aux utilisateurs un formulaire à remplir. C'est une des nouvelles fonctionnalités d'Approve qui date de la dernière année. Ça va être la principale façon de recueillir les métadonnées dans les exemples que nous allons vous montrer aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que les métadonnées peuvent être saisies à l'aide des autres nodes, par exemple des API en interagissant avec notre système. Donc, tous les méthodes dont on vient de parler peuvent fournir les métadonnées qu'on va vous montrer dans différents projets. Mais pour la simplicité des démonstrations, on utilise les formulaires. Donc, qu'est-ce que c'est un formulaire? Donc, un formulaire, en fait, c'est un moyen très puissant de saisir de l'information. Ça vous permet de présenter à l'utilisateur une liste structurée et organisée d'informations que vous souhaitez saisir. Donc, les champs du formulaire peuvent être obligatoires, facultatifs. Il y a différents types de champs. Ça peut être un champ date, un champ texte, un champ monétaire, par exemple, ou simplement une liste d'utilisateurs à saisir. Et tout ça, chacun de ces types de champs-là va avoir des paramètres qui vous permettent de définir la façon dont le champ va fonctionner à l'intérieur de ce formulaire-là. Vous pouvez configurer autant de formulaires que vous le souhaitez dans vos projets. Et donc, ça vous permet de capturer l'information dont vous avez besoin dans votre projet, dans votre workflow, au moment où vous en avez besoin et assigner cette tâche-là ou demander à un utilisateur bien précis de remplir le formulaire. Donc, une fois que vous disposez des métadonnées du formulaire, que vous les avez stockées à l'intérieur du projet, vous pouvez en faire tout ce dont nous avons déjà parlé dans les dernières diapositives. En bref, les formulaires vous aident à mettre en place des tâches standardisées et ça vous permet d'améliorer l'efficacité de vos processus métiers. Donc, tous les exemples qu'on va vous montrer aujourd'hui, donc les 4 exemples live qu'on va vous montrer, sont inspirés des cas d'utilisation réels de nos clients. Vous allez peut-être reconnaître des cas ou
une implantation que vous avez fait chez vous dans nos exemples. Nous allons vous montrer des exemples de capture de données simples et aller à du plus complexe jusqu'à la création de tâches basées sur une saisie d'un formulaire de type grille. Donc, dans le premier exemple, en fait, je vais laisser Xavier vous donner en fait le background sur notre premier exemple aujourd'hui. OK, merci Sylvain. Donc voilà, donc ce premier exemple qu'on va vous montrer ici vient vraiment d'un de nos clients du luxe. Bon, ce client possède, à noter, possède plusieurs marques, plusieurs enseignes et chaque projet dispose d'une métadonnée qui définit la marque associée au projet. En tout cas, c'est le cas. Alors, comme vous le savez, la notion de marque, par exemple, n'est pas une métadonnée native dans Approve. Donc, ce n'est pas du tout un attribut standard d'un projet Approve. Mais pas de problème, les métadonnées sont là pour ça. Elles sont justement là pour enrichir le modèle Approve avec des données qui seraient propres à votre métier, qui seraient propres à votre entreprise. Et donc, ce champ a été ajouté dans la configuration de ce client. Bon, vas-y, Sylvain, montre-nous un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça, donc, je suis dans ma liste de projets ici. Donc, on a un système assez léger, 7-8 projets. Et chacun de ces projets-là est rattaché à une marque qui a été envoyée par un système ERP, par exemple. Donc, je peux rajouter la colonne de métadonnées ici qui va contenir la marque. Là, la colonne apparaît ici, donc ça nous permet de facilement identifier à quel client. Je peux déplacer ma colonne, la mettre au tout début ici si je veux. Je peux montrer des différents clients. Et donc, visuellement, je peux rapidement associer chacun des projets à un client particulier. On peut aller plus loin que ça. On peut aussi se servir de cette information-là, de cette métadonnée-là, pour créer des filtres qui vont nous permettre de, par exemple, rapidement filtrer. Donc, disons que moi, je m'occupe principalement de la marque Acme. Bon, je vais créer un filtre Acme ici qui va filtrer la liste des projets et simplement montrer les projets qui sont rattachés à la marque Acme. Donc, c'est un exemple assez simple d'utilisation de métadata, de métadonnées, mais ça nous montre un peu la puissance et la flexibilité d'Approve dans l'utilisation de ces métadonnées-là. Donc, tournons au slide. Dans l'exemple numéro 2, donc, et voilà, ici. C'est un exemple un peu plus complexe, un workflow un peu plus complexe, mais qui reste quand même assez simple pour l'utilisateur final. Donc, on cache la complexité de l'automatisation à l'aide de métadonnées et de formulaires. Vous allez voir 2 formulaires et quelques tâches dans ce projet, dans cette démo-là. Donc, la première tâche va nous montrer un formulaire qui permet aux responsables du projet de choisir les intervenants qui vont effectuer la prochaine tâche. Et donc, on n'a pas besoin de configurer le workflow, de mettre en dur qui va effectuer la tâche, la deuxième tâche. Et donc, c'est le gestionnaire du projet qui va faire cette décision-là. Il va pouvoir aussi fixer le délai pour le photoshoot qui est dans l'exemple qu'on va vous montrer. Le deuxième formulaire est assez puissant. Ça va permettre à l'utilisateur de sélectionner les tâches qui vont être créées en fonction de cases qui ont été cochées dans la grille. Et on va en fait pivoter la grille pour créer des tâches et regrouper les différents produits. Xavier peut nous donner un peu plus de détails sur comment ça a été implanté chez le client. Oui, certainement, certainement. Donc ici, on repart de notre client du luxe, de l'exemple précédent, avec ses multiples enseignes. Bon, la problématique de base chez eux, c'est d'abord et avant tout qu'ils sont nombreux. Il y a beaucoup de gens qui initient des projets. Et la deuxième particularité, c'est que chaque projet est différent en termes de combinaison d'intervenants. Donc c'est pour ça que il était impossible d'avoir un seul et même workflow défini en dur, donc ça veut dire sans paramètres qui convenaient à tous les cas. Et donc l'utilisation de formulaires s'est imposée un petit peu comme étant la méthode vraiment évidente pour résoudre cette première problématique. Et donc en gros, les chefs de projet vont définir, comme le disait Sylvain, au moment du démarrage du projet, les intervenants du projet comme étant des variables
sous forme de métadonnées qui seront à ce moment-là injectées dans le projet et, pas que les utilisateurs, mais également par exemple des fichiers de briefing qui pourraient également être des variables propres à chacun des projets. Alors bon, ces fichiers de briefing pourraient être utilisés plus loin dans le processus, mais on ne va pas illustrer l'utilisation de ça, mais on va vous montrer que ça peut faire partie en tout cas de l'exemple ici. Alors dans ce cas d'utilisation, nous sommes face à un projet de type demande de prise de vue. Donc c'est-à-dire voilà, on est au marketing, on dit voilà, j'ai des produits à shooter que je dois envoyer au studio photo ou à mon photographe ou à mes sous-traitants, mes partenaires, pour obtenir toute une série de photographies de tout un lot de produits qui font tous partie d'une même campagne. Mais évidemment, pour chaque produit, bah, j'ai éventuellement des contraintes différentes en termes de prise de vue. Donc, j'ai des délivrables qui doivent être différents sur chaque produit. Et donc, c'est ce qui va être présenté donc, dans notre formulaire. Alors, pour être clair, c'est avant approuve, avant qu'il n'implémente approuve. Bah, une fois le projet démarré, dans le meilleur des cas, bah, les chefs de projet utilisaient des feuilles Excel pour communiquer avec les différents intervenants, en tout cas pour s'exprimer sur justement les diverses choses qu'ils attendaient, les différents délivrables. Alors, finalement, ces feuilles Excel, c'était un résumé du travail à accomplir. Bon, le problème de fond, c'était que chacun y allait un petit peu de sa petite méthode, donc chacun sa petite feuille Excel un petit peu différente du voisin et toujours un petit peu organisé comme par rapport aux demandeurs. Et donc, voilà, bon, la feuille Excel, c'était encore un moindre mal. D'autres utilisaient des PowerPoint et d'autres utilisaient des fichiers Word ou d'autres utilisaient simplement des mails. Donc finalement, la feuille Excel restait quand même quelque part la moins mauvaise méthode qu'ils utilisaient. Mais bon, avec un risque majeur, c'est que évidemment, un fichier Excel, une fois qu'il est envoyé, ben, vous n'en avez plus le contrôle. C'est-à-dire que s'il y a une mise à jour à faire de cette feuille, ben, vous faites la mise à jour, vous n'êtes jamais certain que vos intervenants ont bien la bonne version de la feuille Excel en question. Bon, il y a des solutions à ce genre de choses. On n'est pas en train de dire que c'est comme ça partout, mais bon, voilà, chez eux, en tout cas, ça a été une problématique. J'utilisais de vrais fichiers Excel qu'ils s'envoyaient, je n'utilisais pas de Google Sheet ou ce genre de choses. Alors, ce qu'Approuve a retenu de cela, malgré tout, parce que bon, il faut toujours écouter un peu ce qui s'est passé avant, bah, c'est que ces feuilles Excel étaient certainement un bon moyen de synthétiser l'information et en tout cas était une manière comprise par les chefs de projet de travailler. Parce que c'est ça aussi, on peut amener notre méthode. Il faut essayer que ce soit une méthode qui soit compréhensible par le terrain, par les utilisateurs pour minimiser la résistance au changement. Et donc, on a créé un nouveau composant dans nos formulaires parce qu'avant ce projet d'implémentation, on n'avait pas ce genre de composant. On a créé un composant de type grille qui quelque part remplace les feuilles Excel, mais enfin, c'est pas tellement remplacer les feuilles Excel, mais c'est remplacer la vue tableau qu'une feuille Excel offre. Et donc, partant de là, bah, une automatisation est possible. Voilà. Et donc, vas-y Sylvain, explique-nous un petit peu l'automatisation là, parce que le diagramme, ça peut Oui. aider. Voilà, ce En diagramme-là fait, ici peut t'aider. la démo va nous montrer un peu ce qu'on va faire, ça va bien l'expliquer. Donc, j'ai ici ma liste de tâches. Et donc, je vais démarrer la tâche en tant que gestionnaire de projet. Dans ce cas-ci, je choisis la marque. Encore une fois, bon, je vais choisir, peu importe, je vais choisir mes clients. Ça me permet de sélectionner l'intervenant qui va effectuer la sélection des prises de vue et qui va sélectionner l'agence. Donc, je choisis mon lead. Et vous voyez, cette liste-là peut être pré-filtrée et ne contenir que certains intervenants de liste d'utilisateurs dans mon système. Et bon, par la suite, j'ai un deadline pour le photoshoot. On va lui donner on va être un peu pressé, jusqu'à vendredi prochain. Et mon formulaire me permet aussi de télécharger un guideline spécifique pour la marque, donc qui ne va pas se retrouver comme une épreuve dans le projet, mais qui va être plutôt un document de support à l'intérieur du projet, donc qui va toujours être accessible aux intervenants du projet sans nécessairement apparaître en tant qu'épreuve. Donc, bon, je termine cette tâche-là. Ce qui va se produire, c'est que le système va utiliser ces métadonnées-là pour générer de nouvelles tâches et je devrais recevoir un courriel bientôt. Et voilà. Donc, voici le courriel qui est envoyé à l'intervenant que j'ai sélectionné. Donc, dans mon exemple live, je reçois tous les courriels. Et donc, si je démarre ma tâche, on voit ici dans l'écran
au départ que déjà là, les métadonnées que j'ai sélectionnées dans mon formulaire ont été utilisées pour sélectionner, bon, pour afficher le bon logo du client. Ça me donne, bon, le nom du client et tout. Donc, je continue. Et on voit maintenant ici le deuxième formulaire dont Xavier nous a parlé, qui remplace en fait la feuille Excel, qui est le formulaire de type grid, qui va contenir bon, la liste des produits qui ont déjà été présélectionnés. Donc, cette liste-là peut parvenir d'un ERP. Bon, ça contient le SKU, qui est l'équivalent du EAN, le numéro de produit, en fait. Donc, c'est de l'information qui est nécessaire pour le studio. Il y a déjà certaines vues qui ont déjà été présélectionnées, mais ça me permet à mon utilisateur, à mon intervenant d'en sélectionner d'autres et de choisir aussi bon, la résolution pour chacune des images. Donc, disons, ici, ceux-ci sont pour le web. Ça va être pour un magasin, un catalogue. Et disons, la guitare ici, bon, c'est pour une affiche grand format. On voit ici la date pour le deadline pour le shoot qui est en gris ici, donc je ne peux pas la changer. Donc, c'est une métadonnée qui fait partie du projet, mais qui est affichée ici à titre d'indication seulement. Et donc, ça me permet de mieux sélectionner l'agence bon, en fonction de la deadline pour le shoot. Bon, je sais que l'agence numéro 2 est libre avant vendredi prochain, donc je vais aller sélectionner cette. Et donc, ce qu'Approve va faire, c'est qu'il va prendre l'information que j'ai remplie dans le tableau, qui donc, va être différente d'un projet à l'autre, avec des produits différents et des sélections de cases différentes pour chacun des projets. Et il va pivoter et donc va me créer une tâche pour chacune des shots. Donc, pour les pack shots, bon, on voit que j'ai 4 produits avec différentes résolutions. Pour la vue de côté, j'en ai 5. Pour le zoom, j'en ai 2 et tout. Et ainsi de suite. Et donc, Approve va prendre cette information-là, pivoter la table et me créer 5 tâches différentes avec les bonnes informations. Donc, simplement en cliquant OK. Le système va passer à l'étape suivante, va envoyer des tâches différentes à mon utilisateur de studio. Et on voit ici, même dans le sommaire de la tâche, qu'est-ce que j'ai à faire. Bon, dans ce cas-ci, c'est pour le packshot. J'ai ces 4 produits-là avec le SKU ou le AN du produit, la description du produit, à quelle résolution je le veux. Et donc, tout ça est généré de façon automatique. Et donc, à partir de ce moment-ci, c'est une simple tâche d'upload pour le studio, pour chacune des views. Et donc, le studio, dans le cas de nos clients, va se préparer pour faire ses pack shots. Donc, installe les caméras, les lumières et tout pour faire effectuer ces pack shots-là et upload tout ça à l'intérieur d'une seule tâche. Pour le client, pour le même client dont Xavier nous a parlé, nous avons également mis en place une convention de nom, une convention de dénomination pour le téléchargement qui est appliquée et enforcée lorsque les fichiers sont envoyés dans Approve. Donc, ça permet à ce client d'assurer que le format des fichiers, donc le nom des fichiers est très spécifique et respecte les règles qui ont été définies. Et va même plus loin. Et si vous tentez de télécharger un fichier qui n'a pas le bon format ou pas le bon nom de format, le système va effectivement vous refuser va refuser ce fichier-là, mais va aussi vous indiquer pour quelle raison le fichier a été refusé. Donc, il n'y a pas le bon nom de section ou ça prend le code de produit à l'intérieur du nom du fichier. Et donc, ça permet de vous assurer que le format de dénomination est très spécifique et que le type de fichier aussi est respecté lorsque vous acheminez les épreuves dans le système. Passons à l'exemple numéro 3. Tu ne montres pas le dépôt de fichiers, Sylvain? Tu as tes fichiers? Non, pas dans cet exemple-là. C'est un simple upload de fichiers qui est. Ah, tu as un autre endroit peut-être, ok. Donc, dans l'exemple numéro 3, dans cet exemple-là, on va vous montrer comment Approve peut interroger le système externe et à partir d'un formulaire. Donc, et stocker les résultats de cette recherche dans des métadonnées du projet. Donc, nous allons faire une recherche de produits dans un système de produits
et on va choisir sur une page quel produit va être placé à différents endroits sur la page. Donc, on va pouvoir faire plusieurs recherches de ce produit-là, de différents produits pour cette page-là. Les informations sur les produits proviennent d'un système PIM et les images proviennent d'un système d'un PAM qui sont externes à Approuve. En utilisant l'intégration à ces systèmes, les utilisateurs peuvent faire leur recherche, sélectionner de manière tout à fait transparente quel produit va se retrouver où sur la page. Donc, Xavier, tu peux nous Oui, donner un peu plus certainement. Donc de background le sur cas cet suivant, lui, exemple-là, est... Oui, oui, bien, pendant que je bien sûr, prépare? on y va. Donc le cas suivant est très intéressant parce qu'il montre un cas relatif plutôt à la grande distribution cette fois-ci. Donc on n'est plus dans le luxe, on est dans la grande distribution, et montre la capacité d'Approve à traiter des données complexes provenant de plusieurs systèmes tiers. Donc dans le cas présent, ben, on imagine l'ERP qui détient la liste des produits qui doivent trouver leur place dans un prospectus hebdomadaire, page par page, secteur par secteur, catégorie par catégorie, et on imagine que les données relatives aux produits ont des liaisons vers d'autres systèmes tels que le PIM pour le produit lui-même ou le DAM pour la base de données. Alors pourquoi des relations au PIM et au DAM? Ben, simplement parce que la vérité est une fois de plus dans ces systèmes. Même l'ERP n'a pas la connaissance complète des produits et encore moins nécessairement de l'image. Et donc, grâce au maintien de ces relations, ben, ultérieurement, plus loin dans le workflow, Approve sera tout à fait capable, si un changement de ces informations avait lieu, était approuvé, ben, de renvoyer, de mettre à jour à la fois le PIM et ou le DAM, en l'occurrence, pour que justement cette mise à jour ben, soit, comment dire, soit enregistrée pour la prochaine utilisation des mêmes produits. Alors, une fois la liste injectée dans Approve via un appel API par l'ERP, ben Approve va offrir aux utilisateurs la possibilité d'utiliser ces données pour sélectionner et composer les pages de leur prospectus en tenant compte des contraintes produits, pages, venant de l'ERP. Alors, ce n'est pas tellement l'ERP qui contraint, mais c'est plutôt des décisions business derrière. Donc, ce sera probablement les acheteurs ou le marketing qui auront décidé ensemble de ce qui doit aller sur chacune des pages. Et l'ERP ne va être que le garant de cette information et va transporter cette information. Enfin bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Sylvain, si tu nous montres, je pense que ce sera plus simple. Oui, effectivement. Euh, Donc, dans mon projet, dans cet exemple-là, j'ai ici une page blanche qui contient un emplacement pour 6 différents produits. Et on va utiliser le concept d'annotation avec des tags sur les annotations. Donc, un tag, c'est une façon de catégoriser un objet dans Approve. On a des tags à différents niveaux. On a des tags au niveau du projet, des sections, des proofs. Euh, mais dans ce cas-ci, on va utiliser des tags au niveau des annotations. Et donc, pour choisir, par exemple, ici, on voit pour choisir mon produit numéro C, mon produit C, je vais simplement créer une annotation de type carré ici, rectangle. Et vous voyez que lorsque j'ajoute mon annotation, j'ai automatiquement un tag sélection de produits qui est ajouté automatiquement à mon annotation. Et ce tag-là contient aussi un formulaire. Le petit icône ici qu'on voit à la droite du nom du tag, ça indique qu'il y a un formulaire qui est rassocié à ce tag-là. Et donc, chacune des annotations pourra avoir un tag différent qui contient un formulaire. Et donc, dans chacun de ces formulaires-là, on va avoir de l'information différente. Donc, pour mon produit C, je clique sur l'icône, ça m'ouvre le formulaire ici qui me permet de faire une recherche. Donc, puisque le ERP, comme l'a mentionné Xavier, le ERP a déjà envoyé la liste des produits qui ont été approuvés pour cette page-là, et donc je ne peux faire une recherche que dans les produits qui ont été pré-approuvés. C'est aussi pour ça que la recherche est instantanée. Et donc, je vais chercher à l'intérieur du PIM l'information sur les prix que je peux changer, je peux modifier. Et dans ce cas-ci, l'information pourrait être retournée au PIM si on voudrait. Donc, il y a certains champs ça me permet de modifier certains champs et d'autres champs que je ne peux pas modifier, par exemple la description, le brand, tout ça. Donc, je sauvegarde cette information-là et je viens de faire la sélection pour le produit C. Donc, si je montre, je vois ici que mon produit B aussi a déjà un autre formulaire qui contient l'information différente et ainsi de suite. Donc, je peux choisir le produit que je veux mettre sur cette page-là ici.
Donc, on pourrait aussi imaginer plus loin dans le workflow, demander à un autre utilisateur de valider et peut-être même de changer l'image du toaster, du grille-pain pour un autre à partir de l'information qui est stockée dans un DAM. Donc, chez le client pour lequel nous avons mis en place ce système, les responsables produits prenaient des photos des produits, affichaient ces photos-là sur un mur et donc les agençaient un peu pour représenter la page, prenaient ensuite une photo du mur et l'envoyaient à l'agence en guise de briefing, si vous voulez. Donc, vous pouvez imaginer que le gain en temps et la réduction de l'erreur humaine qui a été produit avec l'implémentation de ce système-là. Et ça vous permet de toujours avoir la bonne information, la dernière information, d'avoir plusieurs intervenants qui vont travailler sur différentes pages du catalogue. Et ça vous permet aussi de facilement changer, si vous voulez faire un changement, disons, à ce produit-là. On peut faire, je vais mettre une ananas à la place et on va changer le prix encore. Tout ça peut être fait live dans notre projet. Et lorsque la tâche est terminée, ça envoie un sommaire de l'information, soit un système externe, ou soit à une agence. Et donc, vous pouvez imaginer que le workflow se continue en utilisant cette information-là. Si je peux ajouter un petit truc, exemple Sylvain. assez... Oui, petite chose. Ici, en fait, ici, on a fait quelque chose de simple, on a fait juste le placement. Il est évident que ça peut suivre un workflow dans lequel il va y avoir l'approbation de cela, la révision éventuellement des textes par un autre groupe de personnes qui vont, plutôt que de taper les textes à la main sous forme de nouvelles notes, vont pouvoir aller dans les formulaires derrière chacune des notes pour compléter éventuellement l'information produit, ce qui va permettre de quelque part d'affiner ou de raffiner la description qui était jusque-là stockée dans le PIM. Et en fin de projet, si tout ça est approuvé et doit retourner dans le PIM, on n'a aucun problème du côté d'approuve pour faire un callback, un appel arrière, pour aller mettre à jour le PIM avec les nouvelles données qui sont le résultat de l'approbation. Donc comme ça, la prochaine fois que ce produit sera réutilisé, il aura une description qui aura déjà été validée, par exemple. Voilà. Donc ça permet de faire des choses assez puissantes. Voilà. Désolé Sylvain, à toi. Non, c'est parfait, excellent. Donc, pour le quatrième exemple, notre dernier exemple live pour aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on peut utiliser les métadonnées d'un formulaire pour créer du contenu dans un projet Approve, c'est-à-dire transformer une métadonnée en donnée et alimenter un projet. Donc, dans l'exemple que nous allons vous montrer, l'utilisateur va avoir accès à un formulaire dans lequel il peut sélectionner un produit, similaire au formulaire de l'exemple précédent. Mais dans ce cas-ci, la sortie du formulaire sera utilisée pour qu'Approve crée un PDF avec cette information, donc avec l'information qui a été introduite dans le formulaire. Il va prendre ce PDF-là et l'ingérer dans le projet comme une épreuve. C'est un exemple que, Xavier peut nous donner un peu plus de background sur comment le client utilise cet exemple-là. Tout à fait. Donc, dans la lignée de la grande distribution, qui a l'alimentation de sa liste de produits venant de l'ERP, de la même manière, à un moment donné, une fois que le prospectus est produit ou va être produit, il y aura des demandes plus opérationnelles venant des magasins qui ont besoin, par exemple, d'affichettes sur le point de vente. Eh bien, pareil, réutilisation de la métadonnée. On est certain que les textes sont corrects parce qu'ils ont été validés. Ils sont en tout cas identiques à ceux du prospectus. Ils ont été validés, ils sont donnés en accès grâce au workflow aux bonnes personnes. Et donc, grâce à ça, historiquement, ce client utilisait des fichiers Word pour envoyer un briefing à l'agence pour créer les fameuses affichettes. Ici, ces fichiers Word ont été remplacés par des tâches qui sont envoyées aux différents utilisateurs qui remplissent le formulaire relatif à la demande plutôt que de le mettre dans un Word et de le mettre dans un formulaire. Et les informations que ces gens trouvent dans le formulaire sont déjà pré-remplies venant du PIM par la recherche du produit, par exemple, ce qui permet d'accélérer énormément et d'éviter les erreurs d'interprétation. Alors la force du système, c'est qu'une fois
que le formulaire est complet et validé, le workflow d'approve va générer un document PDF de toute pièce de de ce formulaire, de ces métadonnées. Et à ce moment-là, le PDF en question, on va le réinjecter dans le projet Approve comme une épreuve et ça va permettre, de le traiter comme tout document dans Approve en termes d'approbation, c'est-à-dire suivre un workflow spécifique de validation. Le document en question peut être simplement l'original qui va être imprimé avec une imprimante à jet d'encre sur le site de production ou une imprimante laser dans le magasin directement, ou simplement servir de briefing pour l'agence, créer le vrai document définitif qui sera certainement mieux mis en page que ce qui aurait été produit ici. Puisque ici, ici, bon, voilà, bon, ça, Sylvain va nous montrer, vous allez voir un petit peu les possibilités. Oui, merci. Donc ici, on a notre exemple de création de contenu. Je vais choisir une marque, donc je vais choisir Clubex Corp. Je peux faire une recherche de produits. Je choisis ma bouteille de ketchup. Voilà, donc je suis allé récupérer l'information qui provient du PIM. Et donc, je peux faire quelques petites modifications ici. Je peux changer le prix. Je peux rajouter de l'information sur, bon, disons que dans ce cas-ci, c'est une promotion. J'ai de la misère à taper ce matin. Voilà. Et ajouter une date, donc jusqu'à la fin du mois. Tous ces champs, ce n'est qu'un exemple, évidemment, hein. Il n'y a Un rien de exemple, dur ici. évidemment. On met Oui. tout ce qu'on veut, on en met autant qu'on veut. Le client, pour sa part, est multilingue et il y a beaucoup plus de champs ici. Voilà, Oui. pour le vrai cas d'utilisation. Ouais, donc, dans le cas qu'on vous montre, on utilise un exemple visuel qui s'apparente un peu à du web to print, mais c'est pas vraiment l'intention. Ce qu'on voulait vraiment mettre en évidence, c'est comment on peut utiliser les métadonnées dans un projet pour faire de la création de contenu. Un autre exemple, on a un autre client qui utilise ce système-là pour remplacer un formulaire interne dans lequel différents intervenants vont capturer des informations, répondre à des questions, remplir des champs. Préalablement, c'était un document Word qui circulait par email et donc c'était toujours difficile qui a la dernière version, où on en est avec tout ça. Et donc, tout ça reste à l'intérieur d'Approve maintenant. Les documents sont générés automatiquement par Approve à chacune des étapes et donc on voit toujours à quelle étape on est. Même la signature électronique est capturée dans Approve. Et tout ça est généré dans un proof. Et donc, on voit ici mon document qui a été créé. En fait, les deux épreuves qui ont été créées, des formats un peu différents. Donc, c'est un peu simpliste, mais ça vous permet de voir la flexibilité et la puissance qu'Approve a pour créer des documents ou faire de la création de contenu à partir de metadata. C'est 4 exemples. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu choisir. Des exemples utilisés par nos clients. On a des clients qui vont, par exemple, je pense qu'on a un de nos clients qui n'a aucune échéance de définie dans leur projet. Et à chaque lancement de projet, leur système ERP va envoyer la liste des échéances, la liste des deadlines pour chacune des tâches, puisqu'elles changent et c'est différent pour chaque projet. Donc, au projet A, la tâche 1 va avoir 2 jours et dans le projet B, la même tâche va en avoir 4. Et donc, c'est différent à chaque projet. Et tout ça est géré par leur système interne ERP qui est lié à d'autres systèmes aussi. Et donc, c'est le système ERP qui crée le projet et qui envoie par metadata l'échéance pour chacune des tâches et ainsi que les intervenants, dans quelle division et tout ça. Et donc, tout ça est fait automatiquement. Ainsi que les mises à jour intermédiaires, hein, parce que ça aussi, oui, important de comprendre, oui. c'est que les dates changent, évoluent dans les systèmes et les métadonnées ne sont pas, comme je disais, en dur dans Approve, elles sont vraiment faites pour être mises à jour si c'est nécessaire. Et typiquement, dans ce cas-là, on parle d'un client qui fait plusieurs centaines de prospectus par semaine de manière quasi automatique.
avec une couverture nationale aux États-Unis, quoi. Donc c'est vaste, hein. C'est très très vaste. On a d'autres exemples où on va modifier le contenu d'une notification à un utilisateur en fonction du nombre de fois qu'un workflow a passé à travers une revue. Par exemple, on a un de nos clients qui est en assurance, qui a un workflow quand même assez complexe avec une cinquantaine d'étapes, mais et plusieurs boucles à l'intérieur de ces étapes-là. Et donc, le workflow est bâti en fonction que la boucle, le système va boucler à travers une boucle une fois, mais si on doit y retourner pour une deuxième fois parce que l'information n'a pas tout été fait ou le travail n'a pas été complètement fait de façon adéquate, ça va faire il y a un système d'escalation où d'autres utilisateurs vont être notifiés que le workflow dévie ou ce projet-là dévie du flux normal de travail. Et donc, tout ça est bâti à l'intérieur du workflow en utilisant des métadonnées ainsi que des formulaires. Il y a beaucoup plus d'exemples qu'on pourrait vous donner, mais je crois que la série d'exemples qu'on vous a donnés aujourd'hui vous donne un bon sampling des cas utilisés par nos clients. Donc, en résumé, les formulaires et les métadonnées, ça vous permet de collecter, traiter, de faire circuler l'information entre vos différents systèmes. Donc, Approve agit un peu comme un hub central. Les métadonnées vous permettent d'ajouter de la flexibilité à vos projets et vous permet en fait, enrichir les projets et vos workflows. Les formulaires, c'est une façon très structurée de recueillir les métadonnées ainsi que les fichiers au moment où vous en avez besoin. Donc, demander aux utilisateurs concernés d'interagir avec le système et de fournir l'information voulue au moment où vous en avez besoin. Et donc, en résumé, les métadonnées et les formulaires, ça vous permet de gagner du temps, de l'argent, de réduire les risques et d'augmenter l'efficacité de vos processus. Xavier, je te laisse le mot de la fin. Merci. Voilà, merci. Serge aussi, oui. Oui, Serge, tu as quelque chose à ajouter? Une petite question, parce que dans le webinaire de la semaine dernière en anglais, on avait évoqué la partie convention de notes qui entend le dépôt de fichiers. Ce que tu as demandé tout à l'heure à Sylvain, mais je ne sais pas pourquoi on l'a oublié. Bon, je ne sais pas si on pourra, si on a encore 2 minutes pour le montrer ou pas, parce que c'est quand même, oui. C'est quand même pas mal. Je m'attendais à ce que tu appuies sur le début de la tâche, Sylvain. Tu ne l'as pas fait. Parce que c'est quand même pas mal, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Ça évite énormément d'erreurs quand on fait des dépôts de fichiers. Les photographes, ils ne savent pas, de temps en temps, ils savent pas comment utiliser les conventions de nom, donc ils déposent pour recadrer un petit peu l'exemple, donc c'est au moment où les tâches automatiques sont créées par Approve qui sont créées par la grille. Eh bien, ces tâches sont à destination des gens de la production, donc des photographes, qui à un moment donné vont devoir déposer des fichiers qui doivent répondre à une convention de nom qui a été définie, mais une convention très stricte. Donc, qui doit contenir le nom de la société, qui doit contenir le SKU. Le SKU, il y a un certain nombre de positions. Et tout ça, jusque-là, on le faisait très bien. On bloquait très bien. Voilà. On empêchait que n'importe quoi ne rentre. Par contre, on ne disait pas pourquoi. On bloquait et c'était à la personne un petit peu deviner pourquoi. Alors, on a perfectionné le système assez récemment, justement, pour ce client du luxe, où on a créé des fenêtres dynamiques comme ça qui analysent les noms de fichiers déposés et qui mettent en rouge, donc on voit sous le curseur de Sylvain, là on voit en rouge les parties qui sont fautives dans la convention de nom. Donc voilà, on rappelle les règles de convention de nom en dessous, mais si elles ne sont pas respectées, le product SKU, normalement, c'est 13 caractères. Là, il n'y en a pas 13. Normalement, ça faisait partie du texte. C'est bizarre qu'il est passé à la trappe. Ah, mais oui, mais c'est passé à la version française que tu n'as pas traduite, Sylvain. Voilà. Il manque l'indication et les fichiers doivent être des TIFF et non des JPEG. Donc voilà, il vous dit clairement, voilà, il manque des positions aux chiffres. Et alors là, Sylvain a un fichier qui match et là, ça crie pas, ça rentre, c'est parti, c'est bon. Et voilà la différence, quoi. Donc ça, c'est le gage de robustesse, quoi. Parce qu'évidemment, la convention de nom sur les fichiers va permettre de piloter énormément de choses aussi. C'est une métadonnée, une de plus. Et on va pouvoir piloter énormément de choses. Évidemment, si la convention de nom n'est pas honorée correctement, il y a un tas d'automatismes derrière qui
qui vont foirer, hein, qui ne vont pas marcher comme il faut, et après c'est compliqué à rattraper. Donc, le plus facile, c'est de bloquer directement en entrée. Si on bloque tout en entrée, normalement, il ne peut plus rien se passer ensuite. Voilà. Et éventuellement, Xavier, on peut ajouter un suffixe, tu sais, pour les marques, quand on travaille avec pas mal de Oui, marques. oui, mais il y a plein de possibilités dans la gestion des noms, mais ça, on pourra y revenir. Ouais, On a énormément de possibilités. Donc, quand les dépôts de fichiers sont faits, on peut éventuellement rajouter un préfixe, un suffixe ou n'importe quoi à l'intérieur du nom, dans le but d'identifier que le dépôt provient d'une population donnée, par exemple. Donc, comme ça permet aux utilisateurs de l'autre côté de savoir d'où ça vient, d'où ça sort. Bon, voilà. Donc, ça, c'est des possibilités. Bon, voilà, je crois qu'on est pile dans les temps. Donc, Effectivement. les questions, il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, Serge, tu n'as pas eu grand-chose à faire. Alors, c'est moi non, qui, ça va, c'est voilà, bien. c'est moi qui les zappe. Mais C'est non, il bien. n'y a pas eu de questions. On dirait que, alors, soit tout le monde dort, soit on était extrêmement clair. Donc, voilà. Donc, bon, ben voilà. Ben, merci en tout cas. Merci à vous tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, bon, vous allez recevoir en tout cas pas mal de choses venant de ce webinaire. Vous allez avoir pas mal le contenu complet de la présentation. Vous allez pouvoir le regarder à votre aise si vous en avez besoin. Si vous avez la moindre question qui vous vient ultérieurement, ce qui, à mon avis, serait normal, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ah, je vois que. Oui, merci aussi, Xavier. Voilà, donc si vous revenez vers nous avec des questions, on reviendra vers vous évidemment avec éventuellement une présentation plus spécifique à votre cas, parce que bon, ici, l'idée était d'un peu inspirer les clients existants, éventuellement renseigner les gens qui ne sont pas encore clients sur des exemples concrets de choses qui sont faites. Sachez que tout ce que vous avez vu, ça marche en production. C'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction, c'est pas un Mickey pour le webinaire, c'est des choses qui tournent en production depuis quelques temps déjà. Donc, ils sont utilisés et en général, pas utilisés légèrement. C'est plutôt lourd, quoi. C'est plutôt massif. Voilà. Donc, au-delà du contenu, des capacités que vous venez de voir, si vous avez des commentaires sur l'orientation, sur le contenu des prochains webinaires, vous êtes les bienvenus de nous faire toutes vos suggestions. On va évidemment tenir compte pour organiser les suivants. Donc, on a déjà un programme de plusieurs webinaires qui sont prévus, mais bon, en fonction de vos retours, on changera probablement un petit peu les choses, on adaptera. Donc voilà, Serge, si tu veux ajouter un mot, moi j'ai Non, mais là, terminé. on a tout dit, là, je pense. C'est si des personnes ont besoin d'une démo personnalisée par rapport à tout ça, ben, ils me passent un coup de fil ou envoient un mail et on prend rendez-vous et on se fait une version Zoom sur Apo et il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Ça va? Merci Ouais. à tous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.